C'est parfait. Ça marche. Ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 14 heures tapantes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Vous êtes déjà 20 participants. On avait entre 30 et 40 inscrits, donc on va vous laisser arriver tranquillement. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Cardozo, que vous avez eu le plaisir d'écouter la semaine dernière dans le cadre du webinaire sur les familles et l'intérêt de l'enfant. Je vais couper nos micros et je vais les rallumer d'ici 4 petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Entre-temps, comme d'habitude, vous disposez d'énormément de documentation dans l'onglet « Les fichiers », donc n'hésitez pas à les télécharger, et ainsi que la présentation, le PowerPoint qui est dans diapositive, que vous pouvez aussi télécharger. À dans 2-3 minutes. Vous êtes déjà 45, donc je vous propose de démarrer immédiatement. Donc, ravi de vous retrouver, de vive voix. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité à ce nouveau cycle de webinaire. La thématique de ce jour est éminemment intéressante et prégnante. Elle nous concerne toutes et tous, quelle que soit notre profession, qu'on soit dans une posture d'aide ou de soutien, ou tout simplement parce qu'on a été touché à un moment de sa vie privée ou de sa carrière professionnelle, puisque aujourd'hui il s'agira d'aborder la sphère professionnelle. On a tous été touchés par une notion, je dirais, de harcèlement. Alors cette notion de harcèlement, on en parler depuis de très très nombreuses années, bien heureusement.
elle fait l'objet d'une infinité de lois dans notre corpus législatif, que ce soit dans le Code civil, dans le Code de procédure civile, dans le Code pénal, le Code de procédure pénale, dans le Code du travail, dans le Code administratif, dans le Code de l'action sociale. C'est une notion qu'on retrouve partout, donc qui est dispersée dans toute la société, dans toutes les structures socio-professionnelles. Ici, ça ne va pas être le lieu d'un rappel des faits de la vague MeToo ou Balance ton porc. Je pense que toutes et tous, nous avons été extrêmement sensibilisés à ces déflagrations, je dirais, depuis 3 ans maintenant. On a l'impression que c'est très proche, mais ça fait déjà 3 ans. Et tout est parti, comme vous le savez, d'une journaliste qui a, et c'est très intéressant à rappeler, d'une journaliste qui travaillait sur une chaîne télévisée d'équitation, qui a été draguée très lourdement par le directeur de la chaîne, qui semble-t-il voulait avoir une relation sexuelle avec elle le soir même, et qui lui a fait des compliments sur sa poitrine. Des compliments. Je m'excuse de ce terme-là. Plutôt une sorte de quelque chose de très, très, très vulgaire et qui a été extrêmement blessant pour elle. Et à la suite de cet échange qu'elle a vécu comme une sorte d'humiliation, une vexation extrêmement profonde, elle a décidé de faire un hashtag. Alors, on était au début des hashtags et ce hashtag est devenu Balance ton porc. Et cette journaliste, c'est cette fameuse Sandra Muller. Et à partir d'une situation qui est sur une échelle de gravité, je dirais, qui va de l'agissement sexiste aux propos sexistes jusqu'au viol au sein de la sphère professionnelle, on peut dire que ce que Sandra Muller avait vécu n'était pas d'une importance délirante. Et alors attention, qu'on m'entende bien, ça ne veut pas dire que ça n'était pas grave, ça veut dire qu'à l'époque, quand on parlait de harcèlement, on parlait de choses entendues comme quelque chose d'une extrême gravité qui confinait à la violence sexuelle. Oui, quand on parlait de harcèlement sexuel, on parlait de violence sexuelle et moins de propos sexuels qui étaient communément admis, je dirais, dans de nombreuses sphères professionnelles. Et ce hashtag Balance ton porc a fait le tour de la planète. Et aujourd'hui, comme un volcan, on en ressent les déflagrations en France. Récemment, par exemple, dans le monde de la publicité, vous avez des grands patrons de la pub qui ont sauté parce que vous avez beaucoup de jeunes femmes qui ont fait des hashtags sur notamment leur compte Instagram en relayant les propos qu'elles subissaient quasiment quotidiennement, sans parler des actes, là pour le coup, qui relèvent véritablement d'agissement sexuel ou de violence sexuelle. Et sans qu'il y ait de procédure judiciaire, les paroles de ces femmes ont été entendues, c'est bien là la thématique de ce jour, elles ont été entendues à travers les réseaux sociaux. Est-ce à dire que l'institution judiciaire est en échec face à ce phénomène? Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on traite ces problématiques au bureau, dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques ou pas? Parce que je vais le rappeler là, au niveau législatif, le harcèlement sexuel, quel que soit son niveau, ne concerne pas simplement un lien de subordination, un lien hiérarchique. Ça peut être évidemment avec d'autres collègues. Mais quoi qu'il en soit, il y a même un présentateur télé connu, Darius Rochebin, qui s'est de lui-même retiré de l'antenne de LCI parce qu'il y avait de nombreuses accusations qui avaient été portées contre lui en Suisse, pas en France, en Suisse. Donc c'est vous dire à quel point aujourd'hui, même si vous n'avez pas de plaintes qui sont déposées, pas d'instruction judiciaire, le parquet ne s'est saisi d'aucune information compromettante à l'égard de ces personnes-là, eh bien ces gens-là ont peur, se sentent diffamés en quelque sorte, mais plus que ça, ils ont honte en quelque sorte, c'est-à-dire que la libération de la parole des femmes 3 ans après MeToo permet de renvoyer aux auteurs de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, eh bien cette sensation de honte que ressentent énormément les victimes, et ce sont eux qui font 3 pas en arrière et qui sortent de ce contexte professionnel. Et ça, c'est un phénomène éminemment nouveau, extrêmement intéressant à envisager, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en présence de David Cardozo, qui est psychologue, que je vais laisser se présenter, et qui est, je dirais, une sorte d'expert des RPS, qui malheureusement reçoit à son cabinet de nombreux hommes et femmes, mais beaucoup de femmes, qui subissent du harcèlement moral ou sexuel et qui terminent parfois avec des gros burn-out, des arrêts maladie
sortent parfois de l'entreprise et c'est aussi ce phénomène que David et moi, nous viendrons éclairer, à savoir, eh bien, ok, posons aujourd'hui la notion de harcèlement sexuel dans le monde du travail en 2020, comment ça s'articule, comment on se défend au niveau de la loi, comment on se défend sur les réseaux sociaux éventuellement. On examinera ce sujet-là, mais surtout, c'est comment est-ce qu'on sort dignement de ces problématiques-là. Et ce qu'on constate, David et moi, lui côté psy et nous côté cabinet d'avocat, c'est que la plupart du temps, dans 90% des cas, je pense que vous partagerez nos points de vue, ça se termine en arrêt maladie à répétition, en arrêt long maladie, parfois en inaptitude, en grave dépression. Et c'est la personne qui subit le harcèlement qui d'elle-même va sortir du système. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire, OK, le quoi, le constat, on l'a, le comment, on l'a aussi un petit peu à travers la dénonciation sur les réseaux sociaux, mais véritablement dans l'intimité de la trajectoire professionnelle des gens, comment ça s'articule, et bien souvent, ça aboutit à des licenciements ou à des démissions. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ça que j'aimerais explorer avec vous, assistants sociaux. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à interagir sur le chat pour nous donner votre ressenti. Et avant de donner tout de suite la parole à David Cardozo, je vous ai mis un petit sondage avec une question très orientée, parce que c'est souvent ce que vous me dites, vous, assistants sociaux. La question est la suivante. Vous sentez-vous impuissante? Alors, excusez-moi, j'ai mis au féminin s'il y a des hommes qui sont présents à ce webinaire. Vous sentez-vous impuissant pour orienter vos agents et salariés dans les cas de harcèlement moral et sexuel? Pourquoi j'ai voulu poser la question du sondage de cette manière-là? Tout simplement parce que on en revient à la problématique introductive, à savoir que oui, il existe un arsenal juridique et judiciaire très pléthorique. Il existe aujourd'hui des manières de dénoncer sur les réseaux sociaux, mais force est de constater que le fait de tout ce cheminement, qu'on parle de plainte ou pas de plainte, est parfois très difficile. Et malgré toutes les possibilités qui nous sont offertes pour accompagner ces gens-là, eh bien, la meilleure voie à choisir, c'est pas toujours évident de la trouver. On se sent parfois un peu démuni. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer à ce sondage. David, je vous laisse vous présenter très rapidement. Bien, merci Judith. Bonjour à toutes, à tous. Moi, c'est David Cardozo, donc je suis psychologue en libéral dans le Val d'Oise à Hermont et aussi maintenant dans le 77 à Moussy-le-Neuf. Je me définis pas comme étant un psychologue spécialiste de telle ou telle tranche d'âge ou telle problématique. Je reste quand même très ouvert, très généraliste sur l'ensemble des problématiques psycho-affectives, psychosociales. Pour vous présenter ma formation, globalement, je suis diplômé en psychologie de l'environnement et des menaces sociales et je me suis spécialisé dans tout ce qui est risques psychosociaux au travail, donc, et j'ai fait un détour par l'éducation nationale. Donc là aussi, on peut aussi parler de harcèlement et pas seulement entre élèves. Il y a aussi le harcèlement au sein des personnels de l'éducation nationale et un détour aussi en criminologie. Où voilà, on a pu aussi étudier un peu ces questions d'un point de vue psychiatrique. Voilà. Merci beaucoup, David. Alors, après cette introduction qui s'est voulue délibérément longue de ma part pour poser l'amplitude du sujet, pour essayer en moins d'une heure top chrono de donner la substantifique moelle de ce qu'est aujourd'hui le harcèlement sexuel dans le monde du travail 3 ans après MeToo, je voulais introduire nos propos à David et à moi, à moi-même, avec une petite vidéo qui est extrêmement intéressante, qui n'est pas une vidéo choc comme on peut le voir notamment concernant le harcèlement moral et sexuel, mais qui est une vidéo qui met en exergue une sorte de banalité du harcèlement, je dirais une sorte de banalité du mal, pour plagier malheureusement Hannah Arendt. Et j'aimerais vraiment, après la diffusion de cette vidéo, en parler avec David, mais aussi avoir votre ressenti sur le chat. Et je me permettrai de vous poser 2 ou 3 questions. Et ça nous permettra vraiment, je pense, de préciser encore plus l'axe à donner à ce webinaire, en tout cas des réponses que vous souhaiteriez qu'on vous apporte. On coupe nos micros.
Bonne journée, mon amour. Attends, j'ai besoin de ton avis. Pantalon ou jupe? Tu seras magnifique quoi qu'il arrive. À ce soir. Merci mon cœur. À tout à l'heure. J'ai une petite préférence pour la jupe quand même. Bonjour. Bonjour. Ça se réchauffe un peu ici, vous trouvez pas? Ces changements de température, c'est vraiment à quoi se choper quelque chose? Fais pas cette tête. C'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder le menu. Un autographe, mademoiselle? Vous comptez me la faire tous les matins? C'est ce que je pourrais te faire d'autre tous les matins. C'est l'euphémisme de dire que nous avons atteint nos objectifs. Bravo les gars, vous avez fait un très bon boulot. Et je voudrais ajouter une mention spéciale pour Hugo, qui a vraiment explosé ses chiffres. Bravo Hugo. On est vraiment très fiers de t'avoir dans notre équipe. Merci. Bon les gars, merci. Fin de réunion. Ah Ben, je veux te dire, on a trouvé finalement une consultante pour ta mission de Lyon. Je vais te la présenter. Et ben voilà, tu vas pouvoir te faire plaisir tous les matins. On se prendra bien une petite bière après le boulot, les garçons, non? Ah, je dis pas non. Eh ben, ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Ah, Alice Tillman, Benjamin Raymond. Enchanté. Enchanté. On va dans le bureau. Alors, j'aimerais avoir votre ressenti après la vision de cette vidéo. J'ai trouvé cette vidéo extrêmement intéressante parce qu'elle dit bien le micro-harcèlement quotidien qu'on peut ressentir, entendre dans une entreprise sans vraiment réagir, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et je voulais vous poser, je vous remercie de cette question, de réagir dans le chat. Ce monsieur barbu, ce Benjamin, qui fait des blagues extrêmement lourdes, sexistes, limite sexuelles, à ces femmes, la femme qui croise dans l'ascenseur, la secrétaire, la consultante. Pour vous, est-ce que c'est un harceleur ou ça n'est pas un harceleur? Est-ce que si vous étiez un des collègues de ce Benjamin, est-ce que vous vous empresseriez de prévenir la jeune femme consultante qui arrive qu'elle est face à quelqu'un qui potentiellement peut être dangereux? Est-ce que pour vous, il est dangereux ou il n'est pas dangereux? Est-ce que c'est un harceleur ou pas un harceleur? Dans quelle catégorie se trouve cette personne-là? Ou est-ce que, de manière tout à fait honnête, comment dire, en étant lucide avec soi-même, vous vous diriez « Non, écoutez, je ne vais pas faire de vagues dans mon service, pas exagérer. Voilà, je ne vais pas porter du discrédit sur cet homme, c'est un gros lourd. » C'est souvent ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez sincèrement que 3 ans après MeToo, les mentalités ont suffisamment évolué pour qu'en dehors de toute procédure judiciaire, de toute procédure interne, de mise à pied disciplinaire ou ce genre de choses, quelqu'un qui soit catégorisé lourd à quelqu'un qui ferait souvent des blagues sexistes, est-ce qu'on serait légitime à, entre guillemets, l'ostraciser et prévenir l'environnement de ses autres collègues, de ses collègues féminines pour dire attention, lui, il ne faut pas y aller? Ou est-ce que carrément, deuxième niveau de la question, et j'en aurais terminé, est-ce que vous iriez voir la DRH pour dire ça, c'est plus possible? Aujourd'hui, maintenant, en 2020, c'est plus possible. David, je vous écoute. Qu'en pensez-vous?
Alors oui, hein, je rejoins l'avis qui est partagé, hein, de la lourdeur, mais après on a cette lourdeur qui est aussi comment dire, un peu grossie par le fait d'imager, de verbaliser ce qu'ils pensent. Et c'est très très probablement ce que la plupart des personnes en situation de harceleurs pourraient penser, bien évidemment. Maintenant, comment réagir face à cela? Oui, ça aurait été c'est de saisir la RH, la DRH ou le N+1 si c'est quelqu'un de même niveau que nous, afin que les choses cessent. Peut-être qu'on peut passer par une définition assez rapide du harcèlement et surtout de son caractère répétitif. C'est-à-dire que le harcèlement est caractérisé par cette répétition en fait de l'acte, soit verbal, soit gestuel, enfin voilà, qui fait que ça va créer une sorte de pression qui va faire ressentir un mal-être et qui justement va se définir après en harcèlement. Il peut conduire à des réactions très parfois dangereuses pour la personne victime de ce harcèlement. Donc il faut absolument saisir quelqu'un pour que ça puisse stopper. Merci beaucoup, David. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans la définition juridique et le traitement judiciaire à donner au harcèlement sexuel aujourd'hui dans le monde du travail, eh bien, je vous remercie pour celles qui ont répondu dans le chat. C'est très intéressant. Claire Chasguet nous dit c'est un gros lourd. Catherine Griffon nous dit c'est quelqu'un de dangereux, un harceleur, parce que il reprend la définition que je vous remercie d'avoir rappelé, David. Il est dans les répétitions, il est dans l'humiliation. Et moi, je rajouterais, il est non seulement dans la répétition et l'humiliation, mais auprès de nombreuses collègues. Laura est un petit peu plus mitigée. Laura Giraud, elle dit il y a une prise en compte de la personnalité de chacun, c'est important. On perçoit pas tous la lourdeur de la même manière. Alors, je suis assez d'accord avec vous, Laura, mais il n'empêche que, vous comprenez, je me permets de rebondir sur votre réflexion qui est très intéressante. Vous voyez, moi, je reçois beaucoup d'agents ou de salariés au cabinet qui se sentent ou qui sont véritablement victimes de harcèlement moral ou sexuel au sein du travail. Et souvent, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une sorte d'atmosphère dans l'entreprise, de mentalité de l'entreprise, où on dit à la personne arrête, tu vas pas chipoter, c'est tout le temps comme ça. Je vous donne un exemple, sans stigmatiser aucune structure. Mais par exemple, à la Poste, j'ai par exemple des postières qui sont peu nombreuses parmi les postiers qui distribuent le courrier. Eh bien, systématiquement, quand elles montent sur leur vélo, une ou deux, elles ont des réflexions sur leur postérieur. Et ça, au départ, elles étaient choquées, mais elles n'ont pas voulu faire de vagues parce qu'il y a majoritairement des hommes. Et on leur a dit, c'est l'état d'esprit de l'entreprise, il ne faut pas exagérer. Pareil dans d'autres structures, et je pourrais vous dire ça à l'infini, qu'en fonction des mentalités d'entreprise, j'ai par exemple une dame qui a un très haut niveau et qui travaille dans l'industrie automobile chez Renault-Nissan. Bon, là, elle travaille qu'avec des hommes, elle gagne extrêmement bien sa vie, elle n'a jamais eu à souffrir de discrimination particulière, mais c'est un monde d'hommes, avec un vocabulaire d'hommes, et parfois avec une forme de virilité un petit peu douteuse. Est-ce qu'elle accepte ça? Est-ce qu'elle leur dit de se taire? Est-ce qu'elle doit aller s'en plaindre à la RH? Et c'est très, très compliqué, Laura, entre guillemets, de dire ce que vous dites, d'écrire ce que vous dites, à savoir que soit on définit les choses de manière claire, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, mais si, entre guillemets, la définition de la lourdeur, elle est propre à chacun, c'est là que la loi n'est plus du tout efficace. Et je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, votre réflexion est extrêmement intéressante. Véronique parle, alors je dirais, elle met un mot qui est aussi très pertinent, qui est à l'intersection de ce que d'autres on peut dire, c'est-à-dire qu'elle parle de malaise. Elle dit pas un gros lourd, elle dit pas harcèlement, elle dit un malaise. Et est-ce que le malaise, c'est déjà du harcèlement? Ça, c'est vraiment une question très intéressante à se poser. Céline est beaucoup plus catégorique, elle nous dit c'est un harcèlement tout à fait dangereux. Voilà. Donc, alors, Laura, vous nous écrivez que il est vrai que je me sens parfois dépassée pour les démarches en interne dans l'entreprise, car je doute parfois du bon traitement de la chose choisie et des répercussions sur les agents. C'est très juste. Quand il s'agit d'agents au poste, haut placés qui craignent pour leur évolution professionnelle, on est parfois bloqué car uniquement là pour écouter, conseiller, sans pouvoir vraiment mettre en place des choix. C'est tout à fait juste.
Je rebondis sur ce que vous écrivez, Laura, en disant que souvent, vous, assistants sociaux, vous avez un rôle éminemment important, c'est-à-dire que vous êtes souvent des lanceurs d'alerte. C'est vrai que vous n'avez pas parfois toujours un pouvoir décisionnel, vous n'en avez même pas vraiment sur ces questions-là. Vous ne pouvez qu'alerter, je dirais, mais c'est déjà un rôle éminemment important, les différents services. Mais c'est vrai que effectivement, ce rôle un petit peu neutre que vous êtes censé avoir, tout en vous impliquant, est parfois un petit peu complexe. Je termine avec ce que nous dit Angéline. Elle nous dit, d'après moi, ça dépend de l'état d'esprit de la femme qui rend les remarques, force mentale, la reprise par elle-même. Je crois que je conseillerais à la personne qui en est victime de déclarer et de porter plainte si elle le veut, mais je n'énoncerai pas pour elle, pas à sa place par crainte que ça ne se retourne contre moi. Eh bien, Angéline, je vous remercie de votre honnêteté. C'est intellectuel. C'est vrai que là, on touche à un point que je vais tout de suite aborder sur le plan légal, à savoir que vous avez deux catégories de personnes qui sont confrontées à la notion de harcèlement. Vous avez d'abord les victimes en tant que telles. Alors, j'aime pas trop ce terme de victime parce que je trouve que ça enferme les gens. Et vous avez aussi les témoins. Et les témoins aussi qui ont souvent peur pour leur place, qui se disent, bah, si je dénonce, moi aussi, je vais me retrouver, vous savez, comme dans une cour d'école, du côté de la personne harcelée, et je serai à mon tour stigmatisée. Je me permets de rebondir là-dessus, David. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, sur cette remarque d'Angéline, que c'est difficile au sein des structures, qu'elles soient privées ou publiques, de dénoncer des faits de harcèlement? Est-ce que les gens ont encore peur de dénoncer? Et malheureusement, oui. Elles ont trop peur encore, et même ne serait-ce que par écrit de façon anonyme, c'est quelque chose que les gens aujourd'hui ne font pas ou très très peu, et c'est malheureux parce que ça enferme en plus la personne qui subit ces pressions, ça l'enferme encore plus, ça l'isole encore plus, et c'est d'autant plus encore plus dangereux que si elle pouvait parler. Mais oui, effectivement, ça existe encore les personnes qui ne disent rien. Et je rebondis aussi sur ce que vous avez dit par rapport à la cour d'école. C'est très intéressant parce que dans l'éducation nationale, quand on parle de harcèlement à l'école aux enfants, on utilise systématiquement ce triangle entre l'enfant harcelé, l'enfant harceleur et l'enfant qui assiste, en fait, qui est témoin, entre guillemets, de la situation. Donc c'est toujours une situation normalement tripartite, le harcèlement au travail. Comment vous expliquez, David, juste pour terminer sur cette question, que le témoignage ce soit si difficile? Qu'aujourd'hui, dans une société quand même où on subit crise après crise, que ce soit des crises sanitaires, on y est encore, que ce soit celle du terrorisme, qui sont des ébranlements sociétaux à plusieurs niveaux, pas qu'au niveau de la religion, mais on l'a bien vu aussi au niveau de l'école, au niveau des structures, puisqu'on parle aussi des interactions au niveau du travail. Comment vous expliquez ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si difficile de protéger quelqu'un qui serait attaqué au sein de son travail? Et là, on ne parle pas d'enfants, comme vous l'écriviez pour le harcèlement scolaire, mais on parle d'adultes qui, a priori, sont protégés par la loi. C'est difficile pour moi. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est justement cette peur, cette crainte que ça se répercute sur la personne témoin qui va venir protéger la personne qui subit ces pressions. Donc il y a cette crainte de subir la même chose et de ne pas pouvoir rebondir, tout comme il y a cette crainte de ne pas pouvoir évoluer professionnellement parce qu'on serait allé à l'encontre d'un manager, d'un collègue ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il y a le premier élément, c'est ça, c'est cette crainte. Le deuxième élément que je vois, c'est un phénomène qu'on connaît en psychologie. Alors fort heureusement, je pense pas que ce soit le plus répandu dans le milieu du travail, mais ça reste un phénomène présent et observé en psychologie, c'est de se dire qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Alors qu'en réalité, si tout le monde se met à penser comme ça, personne ne va le faire. Typiquement, c'est monsieur, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est monsieur H qui avait observé ça lors d'un incendie, par exemple, dans les rues de New York, et personne n'a appelé les pompiers parce qu'en fait, tout le monde se dit que l'autre a appelé les pompiers, etc., etc. Du coup, personne n'a appelé les pompiers. Et il y a tout un immeuble qui est parti en fumée à cause de ça, à cause de la non-réactivité des personnes. C'est un peu pareil dans les cas de harcèlement, puisque même si on dans un cas tout à fait différent, le process psychologique
psychologique est identique. C'est-à-dire que voilà, si on se dit que moi je vais pas le faire, je vais pas prendre ce risque de m'exposer, de me mettre en danger, parce que de toute façon il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, donc ça sert à rien que moi je prenne ce risque. Voilà, c'est ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui il y a peut-être très très peu de personnes qui le font. C'est extrêmement intéressant, David. Alors, on vous a perdu. Voilà, c'est bon, on vous a retrouvé. Super. Ça, c'est extrêmement intéressant. J'avais pas pensé à ça. Le fait qu'on se dise que quelqu'un d'autre va s'en charger. Lucie nous dit il y a une peur pour la personne, répercussions pour son travail, stigmatisation, c'est vrai, de celle qui dénonce, à qui on ne peut rien dire, une peur pour le travail de celui qu'on dénonce, la culpabilité s'il y a une sanction, un licenciement. En effet, je vous rejoins absolument. Et c'est là, vous voyez, qu'on est face, je dirais, un corner comme au foot, c'est-à-dire qu'on se dit, mais alors, quid, c'est pas possible. On a toutes ces possibilités-là que nous offre la loi, et pourtant, c'est la mise en pratique de la dénonciation des faits de harcèlement est éminemment compliquée. Vous employez, Catherine Laborie emploie un terme extrêmement juste, c'est la dilution de la responsabilité. Voilà. Et c'est pour ça que vous, assistants sociaux, je vous le dis sans aucune démagogie facile, je suis souvent très admirative de votre travail parce que vous êtes souvent celles et ceux qui n'avaient pas peur de dire les choses. Et bien que certainement vous bénéficiez d'une forme de neutralité, cependant, vous prenez quand même des risques et c'est souvent tout à votre honneur. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous sur pas mal de sujets. Alors, merci Larissa pour le film Scandale qui montre bien la dynamique qui se met en place au niveau de la dénonciation du harcèlement. C'est vrai, très très bien fait sur Fox News. Très 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 bon film. Alors, on va rentrer, je dirais, dans le vif du sujet sur le plan juridique et judiciaire. Je vais vous passer une courte diapo sur ce sujet-là et on fera un va-et-vient, David et moi, sur ces sujets. Oui, David. Juste est-ce que vous avez bien tous accès au sondage? Ah, alors, en effet. J'ai l'impression parce que là, je viens d'activer quelque chose sur le sondage. Alors, c'est vrai que sur le sondage, eh bien, à 100%, vous ne vous sentez pas impuissante pour orienter vos agents et salariés. Vos agents et salariés. Donc, c'est une excellente nouvelle si c'est bien le cas. C'est formidable. Écoutez, formidable. Très bien. Vous pouvez expliciter en quoi vous ne vous sentez pas impuissant dans le chat. Je pense que ce sera des informations dont vous pourrez toutes et tous bénéficier. Alors, je vais répondre tout de suite après à votre question, Angéline, sur le fait de porter plainte. Justement, je vais démarrer quand même, on va reprendre les définitions telles qu'on les entend. Qu'est-ce qu'est le harcèlement moral? Qu'est-ce qu'est le harcèlement sexuel? Et télétravail oblige, je me suis permise de vous faire un focus spécial sur le cyberharcèlement. Parce que ça, c'est un petit peu comme ça, aujourd'hui, que va s'incarner, je dirais, le harcèlement au travail, beaucoup par le cyberharcèlement du fait de la généralisation du télétravail. Donc, le harcèlement, ça prend quelle forme? Alors, les différentes formes de harcèlement, donc quelle que soit la forme de harcèlement, moral, sexuel, qui s'exerce de manière physique ou en ligne, c'est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation ayant des conséquences graves sur les victimes. Est-on concerné par le harcèlement? Alors, quelles questions doit-on se poser en dehors d'un cadre, je dirais, légal ou judiciaire? Le harcèlement, c'est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation. Et c'est là-dessus que je reviens, je me permets de stopper 30 secondes la présentation, c'est de dire, si on dit que le harcèlement est une forme de violence, à quelque niveau qu'il soit, que ce soit une parole sexiste, un agissement sexiste, ça veut dire qu'il faut le dénoncer. Est-ce que David, fort de la petite vidéo qu'on a vue, est-ce que vous, sur le plan psy, vous estimez que les petites phrases très graveleuses ou même dit by the way dans l'ascenseur à la jeune femme dans la vidéo qu'on a vue, est-ce que c'est une violence exercée contre la ou les femmes en présence et donc susceptible d'être dénoncée? C'est une violence oui, c'est une violence puisque chaque personne va réagir différemment face à. Mais comment dire, ce qui est vraiment
considéré comme une violence d'un point de vue psychologique, hein, j'entends, c'est cette accumulation en fait de petites phrases qui vont se tasser, qu'on va souvent intérioriser. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre façon de pouvoir stopper, c'est de l'extérioriser très rapidement. Ça calme en général les personnes un petit peu. Donc, d'intérioriser tout ça, toutes ces petites phrases au fur et à mesure, ça crée une pression psychologique qui amène au mal-être et après, plus tard, si c'est pas réglé, à une dépression, un burn-out, etc., etc. Donc, vous estimez que ces petites phrases représentent une forme de violence? Exactement, voilà. Oui. Puisqu'au final, entre elles, elles sont très, très puisseuses. Voilà. D'accord. Surtout, si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, à cause du phénomène d'accumulation de ces petites phrases et de l'ébranlement, j'imagine. Voilà. Accumulation et répétition, oui. D'accord, merci beaucoup. On reprend la présentation. Donc, est-ce qu'on est concerné? Donc, on est concerné si on considère, ou si de manière objective, et ça, la loi est très claire, et j'y viendrai tout de suite après, si on voit le harcèlement comme étant une forme de violence qui est fondée sur des rapports de domination et d'intimidation. Et là aussi, je reviendrai, la domination et l'intimidation n'est pas seulement un lien hiérarchique ou un lien de subordination. Le harcèlement est une violence fondée sur des rapports de domination et d'intimidation qui a pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime et un impact sur sa santé physique ou psychique. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je vous fais un petit stop. Il faut retenir ces termes-là parce que ce sont des termes retenus par la jurisprudence. Il suffit que les conditions de vie de la personne soient impactées, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient personnelles, et qu'il y ait une dégradation de sa santé physique ou psychique, on peut caractériser le harcèlement. Donc ça vous laisse à vous, assistants sociaux, une possibilité d'orienter au mieux les personnes que vous rencontrez pour les faire rentrer dans ces cas juridiques, puisqu'il faut faire rentrer les faits dans ces notions-là. Je continue. Le harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, s'exerce dans toutes les sphères de la vie, privée, professionnelle, avec un lien hiérarchique ou non. Le harcèlement sexuel petit 1, c'est une personne qui vous impose à plusieurs reprises des propos sexistes ou obscènes. Vous êtes importuné quotidiennement par un collègue de travail qui adresse des messages à connotation sexuelle, et ce que malgré votre demande de cesser, comme dans la vidéo. Le harcèlement sexuel, c'est un délit, quel que soit le lien entre l'auteur et la victime. Voilà. Ensuite, le harcèlement moral. Il critique tout ce que je fais, remet systématiquement en cause mes compétences, il fait tout pour m'isoler, il interdit aux autres salariés de me parler, il répète sans cesse que je suis nulle, que je ne sais rien faire, il me dit tout le temps que je suis moche. Le harcèlement moral, c'est le fait d'imposer à autrui des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées visant ou conduisant à dégrader les conditions de vie ou de travail. Enfin, le cyberharcèlement, qui malheureusement se propage à l'heure du télétravail, c'est le fait de tenir des propos ou d'avoir des comportements répétés qui portent atteinte à la dignité de la personne en raison de son caractère dégradant, humiliant, créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, en ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime et en utilisant des différentes formes de communication électronique. Ce cyberharcèlement, il est commis via des téléphones portables, messageries, forums, chats, jeux en ligne, courrier électronique, partage de photographies et même parfois partage de photos pornographiques. La diffusion de messages humiliants. Le recours par l'harceleur à ces technologies en réseau lui permet ainsi une diffusion massive et répétée de messages humiliants ou dégradants. Ce harcèlement en ligne est puni, que les échanges soient publics ou alors privés. Ça, c'est très important. Donc, que dit la loi sur le harcèlement? Il est défini dans le code pénal comme le fait d'imposer à une personne, le harcèlement sexuel, pardon, comme le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc là, vous avez un champ lexical extrêmement large dans lequel vous pouvez, vous, assistants sociaux, vous immiscer pour faire rentrer l'histoire de la personne dedans. Vous avez les termes de répétition, bien évidemment, de le fait d'imposer, c'est soit des propos, soit des comportements, caractère sexuel sexiste, atteinte à la dignité, dégradation, humiliation, situation intimidante, hostile ou offensante. Et assimiler aujourd'hui au harcèlement sexuel le fait même non répété. Ça veut dire qu'il suffit d'une fois, mais il faut que cette fois ait été particulièrement grave. L'infraction est également constituée lorsque ces propos comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles.
spécifiquement, lors du réunion de travail, tout le monde commence à se moquer d'une particularité physique d'une femme qui serait présente là. Donc, que ce soit concerté ou pas concerté, que ce soit conscient ou inconscient, eh bien, l'infraction de harcèlement sexuel sera aussi caractérisée. Est-ce que c'est puni? Bien évidemment que c'est puni. Les faits de cyberharcèlement, ils sont punis. On a souvent l'impression qu'ils échappent à la loi. Ils sont fréquemment commis par plusieurs personnes, dont aucune n'a cependant agi de façon particulièrement répétée. Eh bien, c'est du harcèlement sexuel et en même temps du harcèlement moral. La relation hiérarchique n'est pas nécessaire. C'est souvent commis par des personnes qui sont au même niveau hiérarchique, soit le cyberharcèlement, le harcèlement moral et sexuel. Enfin, la juridiction compétente, c'est le tribunal correctionnel. La peine encourue, elle est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, avec des circonstances aggravantes si, par exemple, vous touchez à un point discriminatoire en fonction de la religion, de l'orientation sexuelle, de la maternité de la personne. Voilà, donc c'est véritablement délictuel. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que souvent, quand on parle de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral, ou parfois, donc c'est la majeure partie du temps, sont les deux réunis, on l'envisage donc dans la sphère du travail. C'est la thématique de ces webinaires. Or, la qualification juridique de ces faits-là, c'est un fait délictuel. Comme je vous l'ai dit, c'est très important de l'appréhender tel quel. C'est-à-dire que c'est un délit. Ça part du droit du code pénal et ça irrigue dans tous les codes de loi, notamment dans le code du travail. Là où ça devient plus fin au niveau de la preuve, parce que c'est de ça dont on va parler aussi aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on prouve le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel? Comment est-ce qu'on fait reconnaître ça? Eh bien, aujourd'hui, à l'heure des smartphones, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant la notion de cyberharcèlement, eh bien, souvent, on aura tendance à enregistrer une conversation un petit peu limite avec son supposé, avec le supposé auteur des faits de harcèlement sexuel. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? À votre avis, avant de vous offrir la réponse, parce que ça, c'est vraiment extrêmement important, la preuve, c'est comme ça que vous pourrez accompagner vos agents et salariés. À votre avis, quelles sont les preuves recevables? Je termine avec ma question. On sait que les preuves recevables, c'est les mails, c'est des échanges de SMS, ça peut être parfois des photos, c'est évidemment les attestations de témoins, comme on l'a dit avec David, qui se font parfois malheureusement trop rares. Mais est-ce que ces enregistrements, parfois même de laisser tourner son smartphone avec l'option vidéo, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est recevable à votre avis? Ou alors, est-ce que c'est diffamatoire à l'égard de l'autre personne qui pourrait nous accuser de l'avoir emmené sur un terrain un petit peu litigieux et en fait, donc, ce ne serait pas recevable par les juridictions? J'attends votre avis, c'est très intéressant. En attendant, avant de rebondir sur le sujet de la charge de la preuve qui est éminemment important, je voulais avoir votre avis, David, sur justement le phénomène de harcèlement, puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. C'est comment est-ce qu'on en sort? Alors, pour savoir comment est-ce qu'on en sort, voilà, il serait intéressant de mettre en avant le fait que souvent, en tout cas, moi, les personnes que je reçois au cabinet, les femmes, elles se culpabilisent énormément de ne pas avoir vu venir le harcèlement. Donc, avant de vous poser, je dirais, cette deuxième question de savoir comment est-ce qu'on en sort, j'aimerais savoir, vous, en tant que psy, et vous prenez tout le temps qu'il faut pour nous l'expliciter, comment se tisse cette relation? Comment est-ce que ça se met en place? Parce que le harcèlement sexuel, à moins d'avoir une brute, un violeur en face de soi, en général, ça ne commence pas comme ça. Je vous écoute. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la violence. Des petites phrases qu'on disait, en fait, c'est une répétition, une accumulation. Et au début, en gros, ce qui fait qu'on voit pas que ça arrive, qu'on le voit pas venir et qu'il y a une relation qui se tisse, c'est un peu la banalisation de ces petites phrases où justement, comme on a vu dans le film, par exemple, il y a aucun homme qui réagit par rapport à cela. Donc ça fait que en fait ça vient conforter le harceleur dans son action,
son agissement, et ça vient aussi, un peu remettre en doute la réflexion de la personne qui subit directement ces atteintes, en se disant voilà, si les autres réagissent pas, si ça réagit pas, c'est que c'est pas si grave que ça. Et si c'est pas si grave que ça, je laisse passer et ça passera tout seul. Alors qu'en fait, il n'en est absolument pas le cas. Ça ne va aller que en s'aggravant, que en s'empirant. Il y a aussi ensuite l'idée de conformisme, c'est-à-dire voilà, si les autres l'acceptent, moi forcément je vais l'accepter. Vous savez, il y a des expériences en psychologie qui seraient, peut-être que vous les connaissez déjà, qui sont incroyables, où vous voyez des gens, je schématise, qui vont dire rouge face à une image bleue, et ils vont réussir à vous persuader que c'est du rouge face à et alors vous êtes face à une image bleue, donc vous allez dire bleu et vous allez faire exprès de vous tromper entre guillemets pour vous conformer au groupe. Et cette idée de conformisme au groupe en psychologie sociale s'applique dans divers domaines, dont le harcèlement. Et ces petites banalités qui en sortent, tout simplement viennent s'ancrer dans une habitude. Et ce qui fait que aujourd'hui, avec le hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc, on a cassé un peu ce conformisme, ce qui fait que c'est potentiellement, en tout cas à mon sens, c'est une des raisons qui fait que la parole se libère et qu'on en parle un peu plus aujourd'hui qu'il y a à peine 3 ou 4 ans en arrière. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Donc là, vous nous avez explicité un petit peu comment se tisse cette relation de harcèlement. Alors, comment est-ce qu'on en sort? Alors, est-ce qu'on en sort en y allant cash, c'est-à-dire en balançant son porc sur les réseaux sociaux, ou alors en enregistrant une conversation ou une vidéo litigieuse? Et je vais tout de suite répondre à vos remarques et je vous remercie d'y avoir participé. C'est très intéressant, ça donne une idée de ce que vous connaissez ou pas de la loi et comment vous pouvez l'appréhender. Mais avant de vous répondre, David, quel est le conseil que vous donnez à ces femmes qui viennent vous voir, qui sont dans ces situations de harcèlement moral et sexuel et souvent parfois en arrêt maladie? Et je vais juste me permettre de rectifier, d'apporter une précision plutôt. J'ai de plus en plus d'hommes aussi qui subissent ces violences. Ça aussi, c'est un tournant dans la société. C'est que. Alors, est-ce que justement les langues se délient plus ou pas? Bon, ça, c'est à voir, mais il y a aussi de plus en plus d'hommes. Mais que ce soit pour une femme ou pour un homme, j'aurais 4 conseils à apporter, en tout cas, pour essayer de sortir d'un harcèlement moral au travail. Le premier, ce serait de ne pas rester seul, déjà. Il faut rompre la solitude, parce que la plupart du harcèlement passe par une forme d'isolement aussi, soit direct par la personne qui harcèle, soit la personne se sentant harcelée va s'isoler par honte, par peur, par je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut rompre cette solitude, ne pas rester seul. Alors maintenant, à qui en parler? Il n'y a pas de règles. Il y a plusieurs professionnels qui sont à même de recevoir et d'aider les salariés, le RH, le médecin du travail, délégué du personnel, l'inspecteur du travail, un avocat, un médecin, un psychologue. Il y a plein de professionnels et de personnes capables. Je conseille de faire toujours attention à ne pas trop en parler à la famille, en tout cas pas s'ancrer que dans la famille, le conjoint, la conjointe ou les enfants, pour pas que ils puissent absorber en fait ce qu'on ressent, la souffrance qu'on ressent, et qu'ils deviennent pas un thérapeute. Et c'est parce que ça va changer les dynamiques de relation et ça va encore plus, ça risque de créer un effet inverse que ce qu'on souhaite au début. Le deuxième conseil que j'aurais apporté, ce serait d'agir rapidement, c'est-à-dire qu'il faut pas que la situation s'ancre et perdure, parce que les atteintes physiques ou mentales peuvent s'aggraver très rapidement, et surtout, et aujourd'hui on est 120% sûr que le psychosomatique c'est quelque chose de concret. Ça à long terme ça va créer aussi des maladies physiques, ulcères, insomnie, je ne sais quoi. Peut-être dans certains cas très très poussés de dépression, on a des cas de cancer qui se déclenchent à cause d'un stress majeur, à cause d'une dépression majeure, et tout le reste. Le troisième conseil, c'est d'identifier, d'analyser, de comprendre en fait tous les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la situation de harcèlement. Comment est-ce qu'on a pu en venir là? De remonter un peu le fil. Alors c'est un exercice qui est
plutôt compliqué à réaliser seul. C'est pour ça qu'il convient de ne pas rester seul et de trouver quelqu'un avec qui parler. Et je prends l'exemple de moi en tant que psychologue. C'est là où je vais accompagner le patient, en fait. C'est remonter tout le fil de la situation pour essayer de comprendre quel est le mécanisme, comment on en est arrivé là, est-ce qu'il y a un point de départ, est-ce que alors à la base la question à laquelle j'essaie de répondre c'est est-ce que la personne qui vient me voir est fautive, dans le but de lui faire comprendre, de lui montrer que ce n'est pas du tout elle qui est fautive dans le cas de harcèlement subi. Et enfin le dernier conseil qui s'adresse pas à tout le monde, mais pourquoi pas, c'est d'obtenir aussi une réparation quelque part, de pouvoir reconnaître un statut de victime, parce que ça participe à la réparation psychologique. En fait, ça met un terme à cet inconnu. Est-ce que c'est moi qui suis victime? Est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que voilà, là au moins, tac, on sait, on a le statut de victime et on peut travailler sur sa reconstruction psychologique, et très important encore plus sur son estime de soi, parce que dans les cas de harcèlement moral, c'est un coup dans l'estime de soi qui est pris, et ça on sait aujourd'hui que que ça peut avoir des répercussions très graves sur la dépression. Merci beaucoup, David, pour ces éclairages. Je terminerai aussi peut-être cette partie-là sur comment est-ce qu'on s'en sort avec la réflexion de Claire Dahan, qui est psychologue clinicienne que vous connaissez, qui était avec nous lors des premiers webinaires, lors du premier confinement. Si tant est que celui-ci est un vrai reconfinement, je dirais. On vit vraiment une période extrêmement spéciale. Et elle faisait référence à cette notion que vous avez développée, David, c'est que l'absence de tiers sécure. C'est-à-dire, ce qu'on voit bien dans cette vidéo, c'est que personne ne réagit. Personne ne réagit. Et on voit bien que ce jeune homme, qui est certainement nouvellement couple ou jeune marié, etc., il est très gêné des réactions de cet homme. Et pourtant, il ne réagit pas. Encore moins les autres autour de lui qui semblent s'être habitués à ces blagues graveleuses. Et c'est vrai que moi, ce que je ressens beaucoup quand je reçois des hommes ou des femmes, vous avez raison, il y a parfois des hommes, mais c'est ce sentiment, je dirais, moi je vois encore pas beaucoup d'hommes, parce qu'il y a ce sentiment de honte très profond qui imprègne les gens en disant mais comment j'ai pu laisser prospérer une relation aussi délétère? Comment les gens ne se voient souvent pas comme des victimes, parce que souvent les gens qui sont victimes de harcèlement moral ou sexuel sont souvent des gens qui sont très attirants, qui sont très solaires, qui sont bien dans leur peau, qui ont des trajectoires professionnelles ascendantes. Et c'est ceux-là qui sont intéressants, on va dire, pour les auteurs. Est-ce que vous me rejoignez, David, dans le portrait type des personnes qui seraient victimes de harcèlement sexuel ou moral? Oui. C'est des personnes qui sont, alors oui, dans un sens, oui, les personnes qui sont solaires, qui sont très attirantes et tout ça, oui, ont tendance à attirer le regard, bien entendu. Et d'un autre côté, des personnes qui seraient plus renfermées, moins visuellement attirants ou attirantes, ou des personnes qu'on aurait plus tendance à éviter qu'à aller vers elles aussi subissent paradoxalement une forme de harcèlement moral. Donc j'aurais envie de dire, en fait, c'est des personnes qui se détachent en fait de la moyenne quelque part. Oui, je vous rejoins, mais il faut pas oublier non plus que tout, voilà, on est tous censés pouvoir être exposés à des situations de harcèlement, et il n'y a pas une science dure qui va venir dire voilà, c'est telle personne, la victime ressemble à tel profil, doit avoir telle caractéristique. Il y a pas de voilà, sinon il y a des personnes qui dès leur naissance seraient génétiquement défavorisées, et ça serait là on rentrerait dans de la discrimination. C'est très juste, c'est très juste. Vous avez tout à fait raison de recadrer mon propos, mais je me suis permise de dire cela parce que moi je reçois beaucoup de femmes qui sont très ancrées dans la trajectoire professionnelle. Qui sont très compétentes, très professionnelles et qui ne comprennent pas en fait précisément ce qui leur arrive. Alors maintenant, pour rebondir sur le plan juridique et judiciaire, et je vous remercie pour celles qui ont participé, sur comment est-ce qu'on s'en sort sur le plan juridique et judiciaire. Alors sur le plan juridique, bien évidemment, je rejoins absolument David, il faut parler. À qui est-ce qu'on parle? Alors potentiellement, on a beaucoup de personnes à qui on peut parler au sein de l'entreprise, auprès de qui on peut dénoncer ces faits. Dans la pratique, vous le savez autant que moi, ça met parfois beaucoup de temps
la résolution de ces situations prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous le savez, les enquêtes internes, on fait appel à la DRH, qui fait appel au médecin du travail, qui fait appel au CE, qui fait appel au syndicat, etc., et à l'assistante sociale. Et tout ça, ça fait un joyeux groupe de professionnels qui sont tous chargés du problème, tout en n'étant pas vraiment responsables de la solution du problème, ce qui fait que le problème finit par être un peu mis sous le tapis. Et que fait la personne pendant ce temps-là? En général, elle ne supporte pas rester en présence de son agresseur. Le supposé agresseur, on ne va pas le virer manu militari sans qu'il y ait eu d'enquête interne. Donc, en général, le temps que l'enquête se fasse en interne, il reste à son poste. Et que fait la personne qui est victime, qui se dit victime ou qui est réellement victime de harcèlement moral ou sexuel? Eh bien, elle se met en arrêt maladie. Et là, on est vraiment, me semble-t-il, et je me permets de le dire de manière extrêmement nette parce que je le vois au quotidien, le dossier droit du travail, on est face véritablement à une faille organisationnelle qui ne prend pas en charge suffisamment rapidement ces problématiques-là, parce que la voie judiciaire, elle est longue, on le sait. 90% des plaintes sont classées sans suite parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Et je vais revenir donc tout de suite, je vais vous répondre sur les preuves, sur la recevabilité des preuves. Et surtout, c'est qu'en interne, il n'y a pas de souplesse. Il me semble qu'il n'y a pas de souplesse. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Est-ce que c'est aussi ce que vous constatez? C'est que souvent, il y a une pléthore d'interlocuteurs, tous aussi plus compétents les uns que les autres. Mais encore une fois, je ne sais plus qui disait ça, c'est peut-être vous. Oui, c'est vous qui le disiez. C'est que finalement, tout le monde, voilà, en parlant de ce psychologue new-yorkais qui a remarqué que quand il y avait un incendie, l'incendie a prospéré parce que personne n'a appelé les pompiers. Est-ce que vous avez l'impression qu'en interne, c'est aussi ça? L'ARH, je pense que c'est l'assistante sociale qui va s'en occuper. L'assistante sociale va dire c'est le médecin du travail, etc. Ce qui fait que c'est pas qu'il y a une dilution des responsabilités, mais que dans le traitement de la résolution du problème, finalement, il y a trop d'interlocuteurs. Oui. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose de véridique. Hein. Il y a trop d'interlocuteurs déjà en tout cas dans les grosses structures aujourd'hui. Il y a beaucoup trop d'interlocuteurs et souvent il y a cette image où les personnes qui ont vraiment le pouvoir, la possibilité d'arranger les choses sont inatteignables, sont inaccessibles dans une sorte de tour d'ivoire. Voilà, c'est très compliqué déjà de la part de la personne qui se sent victime de harcèlement d'aller vers les personnes qui seraient capables de traiter ça. Les personnes qui sont capables de traiter ça maintenant se renvoient souvent la balle. Alors déjà pour la première partie pour dire que moi pourquoi je le ferais si quelqu'un d'autre peut le faire, etc. Et la deuxième, il y a peut-être aussi le risque, la peur, la crainte de se lancer dans une procédure et d'être responsable de casser une vie professionnelle. Alors je dis ça, c'est paradoxal parce que du coup, en laissant ça comme ça, sans agir, derrière, il casse une vie aussi personnelle, mais souvent le professionnel, l'économique prend le dessus sur l'humain. C'est dommage, mais bon, j'ai envie de dire, c'est le jeu du capitalisme aujourd'hui. Mais on n'est pas là pour discuter de ça. Mais une autre chose, c'est aussi souvent les RH, c'est eux qui mettent les personnes dans tel poste, telle situation avec telle responsabilité. Et il y a ce manque d'assumer ses choix, d'assumer ses postes aussi. Et l'être humain a une particularité, c'est qu'il n'aime pas avoir tort. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement si on ne trouve pas vraiment de relais en interne? Il nous reste 3 minutes et je vais essayer de vous les exposer aussi clairement que possible. Il y a la possibilité effectivement de dénoncer sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est oui, aujourd'hui, on peut dénoncer avec des hashtags. Il veut mieux le faire avec d'autres personnes qui sont concernées aussi par le problème et que ce soit plutôt anonymisé. Alors, je déteste cette notion d'anonymisation. On a vu à quel point ce sont des drames, particulièrement sur les sujets du terrorisme et bien d'autres, le cyberharcèlement pour les jeunes et moins jeunes, c'est une catastrophe. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, sur Instagram ou Facebook, etc., on peut dénoncer. Ce n'est pas légal, c'est diffamatoire. Mais parfois, ça peut obliger l'entreprise à réagir vite. Donc, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas donner de nom, il faut donner un contexte tel que l'entreprise se dise « Ah oui, je repère que derrière ce qui est écrit, ça concerne tel ou tel service. » Alors, encore une fois, je ne vous le conseille pas parce que c'est aussi extrêmement compliqué, le balance ton port, le MeToo. Mais
fort est de constater que ça fonctionne et dans de nombreuses structures professionnelles, que ce soit dans le monde du sport, le monde de l'art, le monde de l'édition, le monde de l'automobile, bref, ça irrigue partout. Donc oui, vous pouvez le faire. Maintenant que vous avez fait ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas se contenter de faire un hashtag balance ton porc ou balance ton agresseur. Donc la meilleure des choses, c'est souvent de demander en interne à avoir une confrontation avec son agresseur si on se sent suffisamment solide pour le faire. Ça, c'est une première voie. Si c'est possible, il faut vraiment l'explorer. Si on se sent trop fragile, si ce n'est pas possible, et si vraiment c'est une personne qui revient à charge très régulièrement au quotidien ou pas, oui, on peut enregistrer une conversation douteuse. On peut aussi la filmer. C'est recevable au pénal. C'est absolument recevable au pénal. Il y a une des participantes qui disait « Est-ce qu'il faut le faire constater auprès d'un huissier ?» Oui, c'est mieux de le faire constater auprès d'un huissier. C'est sûr, c'est mieux. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, je le conseille systématiquement. Ça coûte, en fonction des huissiers, entre 70 et 100 euros. Ça vaut le coup de dépenser cette somme-là pour avoir la conformité, je dirais, l'enregistrement repris conformément aux règles, je dirais, légales. Maintenant, sur le plan administratif, oui, c'est accepté, mais depuis peu. Au niveau du Conseil des prud'hommes, c'est parfois accepté et c'est parfois pas accepté parce qu'on estime que ce sont parfois des preuves qui sont qualifiées de déloyales. Voilà. Et cette notion de déloyauté, elle est extrêmement importante et vous allez le comprendre immédiatement. Ça veut dire que si un salarié ou un agent peut enregistrer une vidéo ou faire un enregistrement vocal d'une conversation litigieuse, ça veut dire que l'employeur aussi peut le faire. Et si l'employeur se met, vous imaginez, là on serait dans un domaine, on baignerait dans l'illégalité la plus totale, un employeur n'a absolument pas le droit d'enregistrer les conversations de ses employés. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une sorte à double tranchant en effet miroir, à savoir c'est la recevabilité de la preuve qui est parfois un petit peu compliquée au niveau des conseils des prud'hommes. C'est pour ça que moi, ce que je conseille, et il est déjà 15h02, c'est d'aller sur tous les terrains, d'engager une procédure au niveau du CPH, si on voit qu'en interne, rien n'a bougé, d'engager une procédure au niveau du tribunal correctionnel, parce que là, on est dans le cadre du délit pur, dur, qu'on peut faire constater et la preuve est recevable. D'aller aussi parfois au niveau d'autres tribunaux, par exemple le tribunal de l'action sociale. Mais bon, là, on rentre dans quelque chose de plus complexe. Vous aurez tout dans la documentation sur notre site, sur la page Lire, voir et entendre. Mais quoi qu'il en soit, en matière de harcèlement moral et harcèlement sexuel, on peut aller sur tous les terrains et ça, c'est vraiment bénéfique. Maintenant, quand vous introduisez une procédure judiciaire, eh bien, évidemment, il est difficile de rester et en poste et d'introduire une procédure en interne. Donc, malheureusement, le chemin, c'est souvent de sortir de l'entreprise, soit de se mettre en arrêt, soit de demander concomitamment à sortir de l'entreprise. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là que la personne qui est véritablement victime de harcèlement sexuel ou moral est isolée parce qu'elle est obligée, pour donner une validité à son action judiciaire, quelle que soit la juridiction qu'elle choisit de saisir, eh bien, elle est obligée de sortir de l'entreprise. Et ça, souvent, c'est un parcours qui est extrêmement dommageable. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire concrètement au-delà de la voie judiciaire? Est-ce que, comme le dit Audrey, il est pertinent de faire ça, reconnaître ça en maladie professionnelle? Moi, en général, je ne le conseille pas vraiment, Audrey. Pourquoi? Parce que la maladie professionnelle, ça vous enferme dans un parcours professionnel, ça vous empêche de rebondir après. Tout comme, alors je vais vous les dérouler extrêmement rapidement, vous avez plusieurs voies. Vous avez la prise d'acte ou la rupture du contrat de travail. C'est un mode de rupture qui est très intéressant. C'est que si véritablement vous estimez qu'il y a harcèlement moral et sexuel et que vous pouvez le prouver, vous pouvez dire à votre employeur « je pars demain ». Voilà. Mais après, il faut aller tout de suite devant le Conseil des prud'hommes pour bien mettre en avant la réalité du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Mais si ce harcèlement moral et ce harcèlement sexuel n'est pas validé par le Conseil des prud'hommes, dans ce cas, votre prise d'acte sera requalifiée en démission et vous ne pourrez toucher aucune allocation chômage. Donc, c'est une voie qui est un petit peu dangereuse si on n'est pas sûr de ses armes. Si on a un dossier en béton, oui, souvent je le conseille, mais je le conseille très, très rarement. Il faut avoir un dossier extrêmement calibré. Vous avez après la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui elle aussi est extrêmement complexe.
c'est un pari extrêmement risqué qui peut souvent être qualifié en licenciement sous cause réelle et sérieuse si la réalité, si les motifs ne sont pas qualifiés de suffisamment graves pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Vous avez enfin l'abandon de poste ou la démission. Alors ça peut être mis à charge du salarié ou de l'agent, à savoir que ça peut être qualifié en faute grave, l'abandon de poste. Enfin, le licenciement pour inaptitude, ben oui, mais ça vous enferme dans tout comment dire, du parcours de la CPAM, et ça c'est extrêmement difficile après si vous voulez rebondir dans une autre vie professionnelle. Et moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est le départ négocié. En tout cas, c'est ce que j'arrive à faire modestement en cabinet. Je vous l'explicite en 30 secondes, à savoir que c'est la voie la plus digne et la plus rapide pour sortir de son travail et obtenir une réparation à la fois financière et morale à un haut niveau. L'idée est la suivante, c'est de dire à l'employeur, voilà, nous, on a un faisceau d'indices, on a un faisceau d'éléments extrêmement probants pour dire oui, il y a eu harcèlement moral, oui, il y a harcèlement sexuel, et on va aller au prud'homme, on va aller au tribunal correctionnel, on va aller auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale, on va aller auprès du tribunal administratif si c'est dans une sphère publique. Et là, on fait peser, je dirais, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de l'employeur. Et on leur dit, voilà ce qu'on vous propose. Dans votre intérêt à vous, pour ne pas que ça s'ébruite, pour ne pas que vous ayez à payer des avocats, pour ne pas que ça prenne un temps très très long, parce qu'on sait, il faut savoir aujourd'hui, je vous le dis à vous, assistants sociaux, qu'aujourd'hui, les délais au niveau des prud'hommes, c'est parfois décalé à 2023 ou 2024. C'est des délais complètement hallucinants. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'urgence, quand ce n'est pas d'une particulière gravité, c'est à 3-4 ans. C'est incroyable. Donc, tout ça pour dire que c'est très intéressant d'aller vers un départ négocié. Moi, qu'est-ce que je propose dans les départs négociés? Je propose non seulement, bien sûr, une rémunération à hauteur, la fourchette très haute des barèmes Macron, à minima. En plus de ça, et ça, c'est aussi une manière de rendre les personnes que je reçois un peu plus acteurs de cette procédure et de les aider à sortir un petit peu de leur statut de victime. Je leur dis, écoutez, là, c'est difficile. Vous allez devoir quitter votre travail, vos collègues. C'est difficile. Vous le ressentez comme un échec. Vous ressentez de la culpabilité. Bien évidemment, la première des choses, je les oriente toujours vers des psychologues de mon réseau, notamment M. Cardozo ou Mme Claire Dahan, ou vers des psychiatres quand il y a des pathologies psychiatriques et parfois, voilà, on a besoin de médicaments, ce genre de choses. Mais je leur dis aussi, essayez de vous projeter vers un avenir professionnel. Et ce que j'arrive modestement à bien négocier avec des structures privées ou publiques, c'est en plus d'obtenir des indemnités transactionnelles au-delà des indemnités conventionnelles qu'on obtient dans une rupture négociée, ce qu'on appelle communément une rupture conventionnelle, eh bien, au-delà de ces indemnités supplémentaires financièrement, j'obtiens souvent la prise en charge d'une formation, souvent d'une formation haut de gamme, qui permet à la personne de rebondir professionnellement, d'acquérir des compétences plus importantes, de pouvoir après prétendre à se réinsérer dans le monde du travail avec d'autres compétences et parfois à des niveaux de rémunération plus importants. Et ça, c'est une démarche dynamique, une démarche active qui est très propice à la guérison, je dirais, de la personne. Je dis ça extrêmement modestement. Je ne suis pas psy, je ne suis pas médecin, mais je constate que cette démarche active aide beaucoup. Donc, c'est pour ça, pour terminer, vous, assistants sociaux, moi, ce que je vous invite à faire sur un sujet aussi sensible, c'est bien évidemment à identifier la problématique qui vous est posée, à l'intégrer dans un vocabulaire juridique ou judiciaire, c'est extrêmement important pour bien cadrer le dossier. Deuxième point, demandez à la personne, vous avez des preuves, vous avez des pièces, qu'est-ce que vous avez fait? Si la personne se contente de vous dire, j'ai fait un hashtag sur Instagram, ça ne suffit pas. Ça peut être un détonateur pour se mettre en route dans la procédure, mais ça ne suffit pas. Troisième chose, il faut inviter la personne à être accompagnée par des psys, des thérapeutes, des psychiatres, des médecins, etc. Et quatrième point, il faut aider la personne à sortir de la crise tout en étant déjà dans la crise, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau, parce que ce sont des situations qui laissent parfois beaucoup de traces en termes de honte, en termes de culpabilité. Donc, tout ce qui va dans le sens de la réappropriation, de l'autonomie psychique de la personne, de son empowerment, comme disent les Américains, de sa sensation de puissance, que la personne peut aller de l'avant, eh bien, il faut aider à aller en ce sens-là. Et le dernier conseil que je me permettrai de vous donner, et ça, c'est un niveau complètement informel, c'est de réintroduire de la solidarité dans vos structures à un niveau micro. Ce qui pêche beaucoup, comme l'a dit David Cardozo, comme vous l'avez noté, comme l'a pointé Claire Dahan aussi dans le chat, à savoir ce qui manque, c'est la réaction de l'entourage.
n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à dire aux personnes que vous croisez, réagissez, même face à des petites blagues graveleuses. Souvent, il faut retourner le système de la honte vers la personne qui est auteur de propos sexistes ou d'agissements sexistes. Il faut que la honte change de camp. Excusez-moi ce credo, ce slogan un petit peu ressorti à toutes les sauces, mais ça c'est extrêmement important. Et pour que la honte change de camp, eh bien, il faut diffuser, je dirais en quelque sorte, la bonne parole. Il faut dire aux personnes que oui, ils sont protégés par la loi, s'ils sont témoins de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, oui, ils peuvent intervenir. Alors, bien évidemment, il faut savoir à quel niveau il faut intervenir, entre le malaise, entre le propos sexiste, entre le véritable harcèlement. Ben, il y a toute une gamme, mais quoi qu'il en soit, et comme l'a dit David, et je vais tout de suite vous laisser le mot de la fin, David, c'est que, eh bien, tout ça, toute cette gamme de harcèlement moral ou sexuel, eh bien, c'est une violence exercée contre les femmes et parfois contre les hommes. Il ne faut pas hésiter à interagir et à trouver les solutions les plus pragmatiques et les plus rapides pour aider les agents ou salariés que vous accompagnez. Moi, en tant que juriste au cabinet, je suis tout à fait disposée à recevoir les personnes qui se trouvent dans des contextes comme ça dans le cadre des consultations juridiques gratuites. David est à votre disposition aussi en tant que psychologue. Claire aussi qui fait partie de notre réseau. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des problématiques de ce genre qui demandent vraiment une réponse extrêmement fine, extrêmement stratégique. David, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Déjà, j'aimerais rebondir sur une réponse que j'ai apportée dans le chat en privé à Madame Delerba, qui dans son entreprise, il y a un protocole harcèlement et durant l'enquête, la victime est éloignée potentiel et elle utilise des mots qui sont justes et avec lesquels il faut faire attention. C'est lorsqu'on parle de victime et d'agresseur. Et là, on parle d'agresseur potentiel. Et je pense que Judith confirmera, mais il me semble que seul un juge peut qualifier un acte. Et je crois qu'on peut pas utiliser dire voilà un tel est harceleur tant qu'il n'y a pas eu un jugement, parce que ça peut se retourner aussi contre nous. Il me semble, hein, Judith, vous me confirmez. Oui, tout à fait. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Et même en interne, on n'emploie pas ces mots qui font partie du corpus législatif. C'est-à-dire que quand il y a parfois des audits internes, on évite, et moi c'est ce que je l'ai vu pour avoir travaillé avec pas mal de RH et vous assistants sociaux, c'est qu'on ne met pas ces mots d'auteur ou de victime ou de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral précisément pour que ça n'ouvre pas la voie à une prise en charge judiciaire de cette problématique et que ce soit réglé en interne sans mettre ces mots-là. Effectivement, on n'a pas le droit de mettre ces mots-là parce que seul un juge prud'homal ou correctionnel ou administratif est habilité à le faire. Voilà. Et pour avoir le mot de la fin, j'aimerais juste donner une petite citation de Jean-Paul Sartre qui dit: je déteste les victimes qui respectent leur bourreau. Alors je le prends avec des pincettes quand même. Hein, voilà, je dis pas qu'il faut absolument attaquer nos bourreaux ou quoi que ce soit, mais il faut pas laisser faire. Il faut casser cette chaîne du harcèlement quand il commence à s'installer, quand on commence à l'identifier, en ne s'isolant pas et surtout en ne réagissant pas forcément au quart de tour, parce qu'un quelqu'un qui harcèle attend aussi qu'on réagisse au quart de tour pour pouvoir retourner la situation contre vous, alors qu'à la base vous n'avez rien fait. Donc voilà, encouragez les personnes qui viennent vous voir, vous contacter à ne pas rester seul, à ne pas s'isoler, à rassembler le plus de preuves possible, hein, comme Judith l'a dit tout à l'heure, et à ne pas laisser cette banalité s'installer. Il faut pas que ça devienne une banalité, et surtout, il faut pas que les personnes se disent c'est de leur faute. Il faut qu'elles arrivent à prendre le recul et se dire non, moi j'ai rien fait, je casse cette chaîne et on va de l'avant pour éviter qu'il y ait d'autres victimes derrière. Merci beaucoup, David. Effectivement, oui, il y a son histoire, il y a aussi la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres, un petit peu comme dans cette petite vidéo qu'on a vue. Et ce qu'on va dénoncer face à cette jeune fille qui va se retrouver seule dans un bureau avec ce supposé ou clairement harceleur. C'est toutes ces questions. Il faut se les poser. Il faut se les poser en interne, il faut les poser à des juristes, à des avocats, à des psychologues. Il faut se les poser parce que plus on arrivera à éradiquer les violences sexistes ou sexuelles existeront toujours, mais on peut offrir des résolutions à ces problématiques qui soient pertinentes, intéressantes. Et vous voyez, en quelque sorte, je ne prêche pas forcément pour ma chapelle. La résolution judiciaire ou juridique de ces problématiques est éminemment
complexe, parfois discutable. Elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit, moi, j'oriente toujours les personnes plutôt vers des départs négociés avec des indemnités transactionnelles et formations. Je me permets de vous le dire parce que c'est vraiment la voie la plus simple. Je l'ai testé, expérimenté et c'est pas juste ma petite vision subjective. Je l'ai vécu comme ça. Il faut que ces personnes-là se fassent accompagner par des professionnels. Un assistant social, c'est formidable, mais c'est pas un psy, c'est pas un avocat. Un psy, c'est pas un avocat ou c'est pas un juriste. Il faut avoir quelques tiers sécures, comme le disait Claire, qui puissent accompagner main dans la main ces personnes puissent retrouver confiance en elles et aussi dans leur parcours professionnel et permettre de se projeter vers d'autres aventures et réintégrer une forme de confiance en soi. Il est 15h15. Nous avons dépassé d'un quart d'heure, mais le sujet est éminemment intéressant. Je vous remercie d'être resté avec nous. Si vous avez des questions, David Cardozo et moi-même, on vous y répondra avec plaisir. Dès demain, vous recevrez le lien vers le replay, le lien vers les questions. Vous pourrez aller sur notre site. Et là, vous aurez en un clic le mail et l'accès au site de David Cardozo. Le mien, vous le connaissez depuis longtemps. Donc, n'hésitez pas. Le sujet est éminemment important et technique. Il ne faut vraiment pas orienter les agents et salariés vous rencontrez de manière trop rapide. Il faut vraiment réfléchir à la stratégie la plus adaptée. Et là, véritablement, on est dans du cas par cas. Donc, voilà. Essayons tous ensemble de trouver des solutions à ces problèmes. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, sujet ô combien intéressant. Jeudi prochain, jeudi 12 novembre, le couple et l'argent. Est-ce que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre dans les divorces et les séparations? Et j'espère avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec une notaire. Et vous pourrez, on pourra envisager toutes les questions techniques patrimoniales concernant toutes ces séparations. David, merci beaucoup de votre présence. Merci Judith. Voilà, et j'espère vous retrouver bientôt, peut-être à l'occasion de du nouveau planning de webinaire à partir de 2021. Mais merci beaucoup pour votre présence sur ce sujet RPS et sur le sujet de la semaine dernière sur les constellations familiales. À très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, bon après-midi.